Eh bien, sincère remerciement, M. Michaud, pour ses propos très éclairants et aussi les pistes de projection pour l'avenir qui pourraient être intéressantes et qui vont peut-être justement alimenter nos conversations et l'avenir des relations entre la France et le Québec. Alors, nous sommes rendus à l'étape de la période des questions. M. Michaud et son homologue à Montréal, M. Paquin, restent avec nous et puis nous ferons bénéficier de leur expertise en répondant aux questions que vous avez eu l'amabilité de mettre dans la boîte de dialogue. Incidemment, on a reçu un certain nombre de questions, mais il est encore temps pour ceux qui seraient inspirés par de nouvelles questions de pouvoir le faire. Je vous rappelle, il faut simplement, au bas de votre écran, aller cliquer sur le bouton chat ou le bouton dialoguer, et ça va vous permettre de pouvoir nous écrire et je vais essayer de relayer le mieux possible vos questions. Donc, nous avons quelques minutes pour ces échanges-là. Je demande évidemment à nos deux experts, nos deux personnes de ressources d'essayer d'apporter des réponses le plus brèves possible, de manière à ce qu'on puisse accueillir le plus de questions possible. Alors, pour les fins, compte tenu de raisons techniques, je vais être hors champ pour poser les questions et les deux caméras seront, nos deux invités seront à l'écran. Alors, une question qui nous vient de M. Stephen Roth, R-O-T-H, j'espère que je prononce bien son nom. Et je vais l'adresser successivement à M. Michaud et après ça à M. Paquin. Quelle mise à jour aurait besoin la Convention sur les expressions culturelles et la diversité, à votre avis? Ben, je crois que Mme Beaudoin a déjà donné une bonne piste d'exploration, à tout le moins, en incluant la dimension purement linguistique. Parce que la langue devient de plus en plus, la lingua franca devient de plus en plus une référence à l'anglais. Je disais il y a quelques minutes un sourire en coin. Malheureusement, même en France, on voit énormément d'anglais. On écoute les nouvelles sur les réseaux français. On lit des textes publiés en France et l'utilisation de l'anglais devient très, très, très prégnante. Alors ça, c'est un élément qui est majeur. Je crois que la dimension purement économique devrait aussi être revue. L'économie a évolué énormément depuis la signature. Il faut se rappeler que les États-Unis n'étaient pas membres de l'UNESCO, sont devenus membres de l'UNESCO pour voter contre la Convention et se sont retirés de l'UNESCO tout de suite après. Parce qu'aux États-Unis, la culture, c'est une industrie. Ce n'est pas l'expression d'un peuple. Et si la vision américaine devait prévaloir dans le cadre d'une révision de la Convention, ben à ce moment-là, c'est sûr et certain que ce serait un atout majeur pour le Québec à mettre de l'avant que de garder la dimension purement culturelle et non pas industrielle de la culture comme préoccupation première. M. Paquin? Oui. Et très bonne réponse. Pour compléter, je dirais que quand la Convention a été réfléchie, on est à la fin des années 1990, début des années 2000. Internet venait d'émerger, mais on n'était pas encore au niveau de dématérialisation de la culture, des produits culturels qu'on a aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on a fait la Convention, on parlait du cinéma qu'on allait mettre en salle de cinéma, on parlait des séries télé qu'on jouait à la télé, qu'on écoutait le soir à la maison, là, comme à Radio-Canada ou à TVA. On parlait aussi de la musique qu'on écoutait sous forme de CD. Alors aujourd'hui, tout ça est dématérialisé et on écoute nos films, nos séries télé ou la musique en streaming ou ce qu'on appelle donc en flux continu. Donc le grand problème de ça, c'est que la Convention n'a pas pensé à ces outils-là. Donc parce que Netflix ou bien Spotify ne font pas que produire la culture, en fait, Spotify n'en produit pas, il ne fait que agréger les demandes pour que les gens puissent écouter la musique de leur choix.
Alors, le gros enjeu, c'est un enjeu qu'on appelle de découvrabilité, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'algorithme nous propose de la musique qui provient, par exemple, des artistes du Québec. Pour les artistes les plus connus, ce n'est pas très difficile, mais pour les artistes émergents, par exemple, sachant que les plus jeunes, par exemple, n'écoutent presque plus la radio, écoutent de moins en moins la télé, comment joindre ce nouveau public pour les socialiser à la culture locale ou à la culture nationale? Tout ça, c'est un enjeu qui est majeur, qui nécessite probablement une nouvelle convention, mais qui nécessite aussi beaucoup de réflexion sur la façon dont fonctionnent les algorithmes et les ordinateurs. Il y a énormément de contenu numérisé maintenant. C'est comment faire en sorte qu'un contenu spécifique puisse émerger et être proposé aux auditeurs. C'est un enjeu majeur et je pense que c'est un enjeu France-Québec qui pourrait devenir important, mais qui devrait aussi même être amené au niveau de la francophonie. Comment se fait-il qu'on n'a pas de Netflix francophone aujourd'hui? Comment ça se fait qu'on n'a pas l'équivalent d'une plateforme qui nous permettrait d'écouter des séries françaises? Autre exemple, comment se fait-il qu'au Canada, on peut écouter la télé américaine très facilement, mais qu'on n'a pas la réciproque pour la télé française? Donc, c'est un peu toutes ces questions-là qu'il faudrait aborder de front. Merci. Alors maintenant, une question d'André Dupont. Les frais de scolarité exigés, j'ai perdu ma référence, excusez-moi. Les frais de scolarité exigés des étudiants québécois fréquentant les universités françaises sont-ils toujours aussi avantageux qu'ils l'étaient en 67-71? Qu'en est-il de la réciproque? Alors, M. Paquin. Bon, alors, puis Nessa, n'hésite pas à compléter si tu t'en souviens mieux que moi, mais donc, il y a une nouvelle entente France-Québec qui a été négociée il y a quelques années. C'était sous le gouvernement de Pauline Marois, donc on est autour de 2000, je pense que c'est dans le budget 2013 ou 2014, qui a pour effet que dorénavant, les étudiants français qui étudient au Québec payent des frais de scolarité majorés pour ceux qui étudient au premier cycle. Donc, ma mémoire, c'est qu'ils payent l'équivalent des frais de scolarité des Ontariens, donc à peu près le double des frais de scolarité d'un Québécois, ce qui est une hausse là, très importante par rapport à la situation précédente. Par contre, à partir du moment où ils vont étudier au cycle supérieur, maîtrise ou doctorat, les frais de scolarité sont les mêmes que pour les Québécois. Dans le cas inverse, je ne crois pas que les frais de scolarité pour les Québécois aient augmenté. Cela étant dit, en France, le marché de l'éducation a beaucoup changé. Il y a beaucoup d'universités, par exemple, comme Sciences Po Paris, qui maintenant exigent des frais de scolarité très élevés pour les étudiants, et ça n'épargne pas les Québécois. Donc, les frais de scolarité peuvent atteindre jusqu'à 20 000 €, et là, c'est proportionnel aux revenus. Si les parents sont très riches, la personne paye plus. Si les parents sont plus pauvres, la personne paye moins. Donc, il y a aussi cette question-là. Certaines universités en France ont libéralisé les droits et peuvent charger des droits de scolarité plus élevés. Mais globalement, dans les universités classiques, les prix sont très, très faibles pour les Français, tout comme pour les Québécois. D'accord. Monsieur Michaud? Bon, je pense que la réponse de Stéphane est très complète, alors je n'ai rien à ajouter. D'accord, merci. Alors, ici, il y aurait de monsieur une autre question qui est une question ou un souhait, je pense. À quand la création d'un cégep René Lévesque en France et la création d'un établissement du type cégep Charles de Gaulle au Québec? Quelles sont vos réactions? Le cégep, je ne serais même pas étonné que ça existe, en fait. Peut-être une école secondaire plus qu'un cégep, mais je ne sais pas pour répondre à votre question. Là, je doute que ça arriverait. Mais un des projets qui a été largement discuté depuis des dizaines d'années, c'est l'idée de créer des programmes universitaires intégrés entre la France et le Québec. Ça ne s'est jamais fait. On n'a pas créé d'université France-Québec. Mais il y a quand même énormément d'échanges étudiants, de mobilité, de projets de recherche qui se font de façon conjointe. Et ça fonctionne, d'après ce que j'en comprends, là, de façon extrêmement efficace et exemplaire, notamment les bourses Champlain là, qui permettent à des équipes des deux côtés de l'Atlantique de travailler ensemble. Une chose à améliorer ou à changer, c'est qu'avec la pandémie, la façon dont les étudiants souhaitent recevoir les cours a beaucoup changé. Par exemple, à l'ENAP, on donne des cours hybrides, on donne des cours en ligne, on donne des cours aussi des cours en présentiel, mais on donne aussi des cours plus intensifs. Peut-être un peu plus de flexibilité pour permettre des courts séjours qui permettraient
parce que c'est pas toujours facile de partir 1 an ou 8 mois à l'étranger. C'est plus facile de partir 3-4 semaines pour aller suivre une formation spécifique qui serait reconnue dans notre... il y a peut-être une façon de réfléchir à comment ajuster aux nouvelles réalités des universités du moment post-pandémique, la collaboration France-Québec en matière d'éducation. M. Michaud? Ben, en termes de commémoration des grands acteurs qui ont animé les relations entre la France et le Québec, je pense que la Commission est bien placée pour faire la promotion de ces idées-là. Oui, au Québec, il y a une toponymie qui honore le général de Gaulle. Je ne connais pas encore de lieu qui porte le nom de René Lévesque en France, mais ce serait à nos amis de l'Hexagone de faire les suggestions, et s'ils demandent aux Québécois de leur donner un coup de main, ce serait sans doute possible. On serait fort heureux de pouvoir collaborer justement à incarner dans le paysage, dans le concret, les grands jalons qui ont marqué notre histoire commune. D'accord, merci. Un commentaire de la part de Sylvain Nocard qui écrit « La France a essayé de créer un Netflix français baptisé Salto ». Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, à votre avis, toujours actif? Ça, j'ai aucune idée. Moi, je ne connaissais pas Salto, mais il n'est pas accessible à partir du Québec, c'est ça l'enjeu. Puis TV5 Monde a déjà essayé de faire un site de streaming, donc où on peut écouter les séries en téléchargement, mais il y a finalement très peu de séries. Puis les séries que j'ai écoutées étaient entrecoupées de publicité, ce qui rend la chose beaucoup moins attractive, là, mais je pensais plus à quelque chose comme un Netflix en français, mais pour les pays de la francophonie, pas seulement pour la France. Ah ben ici, voyez-vous, le dialogue avec l'auditoire est utile aussi. La plateforme Salto a été officiellement fermée il y a 1 ou 2 semaines. Il n'a pas fonctionné. Alors, il y a deux de nos auditeurs confirment là, que c'est une aventure qui est terminée. Si je peux me permettre, oui. Là-dessus, c'est véritablement un élément de marché qui va entrer en ligne de compte. On aura beau avoir la volonté politique de vouloir faire cette diffusion-là, s'il n'y a pas des incitatifs de marché, et comme Stéphane l'invoquait tout à l'heure, si on peut avoir un cadre de référence qui va faciliter les décisions de marché, c'est là où on va être en mesure de pouvoir compter sur de tels outils. D'accord. Et du Sénégal maintenant, M. Diave écrit, aimerait savoir comment bénéficier en Afrique francophone de vos programmes pour la jeunesse, l'emploi et la promotion du civisme. Monsieur Michaud. Ben, pour ce qui est des programmes, je vais prendre un exemple très concret de l'École nationale d'administration publique, puis je vais prendre un exemple encore plus concret qui est le groupe à qui j'enseigne cet hiver. Il est composé essentiellement d'étudiants qui viennent de partout dans la francophonie, dont quelques Sénégalais. Donc, nos programmes sont tout à fait accessibles. Les autres universités québécoises, c'est la même chose. Au Québec, l'accueil des étudiants internationaux est très, très, très encouragé. Le principal obstacle se situe souvent au niveau de l'émission des visas par le gouvernement canadien. Les garanties qui sont demandées ne sont pas toujours disponibles. Le fait que les gens doivent voyager souvent pour aller se faire application pour un visa, se déplacer sur de longues distances, c'est aussi un élément qui peut parfois être un désincitatif. Mais chose certaine, les universités québécoises sont très, très, très accueillantes pour les étudiants internationaux. Et si vous avez un intérêt pour venir étudier chez nous, bien, vous êtes le bienvenu. D'accord. Merci beaucoup. Ici, peut-être en lien avec la discussion d'il y a quelques instants, M. André Dupont a écrit « Le Québec devrait créer l'équivalent de Chante, C-H-A-N-T-E, France, pour diffuser en continu les chansons francophones québécoises. » Qu'est-ce que vous en pensez, M. Paquin?
Je ne connais pas Chant de France. Là. Je présume que c'est une station de radio qui diffuse la musique française. Ben, pourquoi pas, mais en fait, le véritable problème avec des outils comme ça, c'est surtout pour les plus jeunes, parce que quelqu'un comme moi qui connaît bien la musique francophone et française, je peux la retrouver sur Spotify parce que je la connais déjà. Mais pour un plus jeune qui ne la connaît pas, c'est un enjeu de découvrabilité, là. La possibilité de tomber sur des choses intéressantes est vraiment de plus en plus difficile. Donc, Nelson l'a bien dit, il faut faire des démarches pour créer un cadre de référence. Il faut aussi inciter les plateformes comme Netflix à permettre les recherches par mots-clés. Par exemple, si vous cherchez sur Netflix le mot Québec, comme ça ne fait pas partie des standards ISO, Québec, c'est Canada, oui. Canada en français, oui, mais pas Québec. Là, ça crée un problème qu'on n'arrive pas à trouver des films et des productions québécoises, sauf si dans le descriptif du film, le mot Québec apparaît. Alors, vous comprenez que ça prend à la fois une ouverture de la part des géants comme Spotify et Netflix, mais aussi une mobilisation internationale, parce que s'il n'y a pas cette mobilisation, jamais la pression sera assez forte sur ces grandes multinationales pour changer leurs opérations. D'accord, merci. Paul Lacasse, en lien un peu avec cela, et puis le rôle de la francophonie, écrit « Il y a effectivement à faire par le véhicule de la francophonie, incluant celle qui existe en Amérique du Nord. On doit surtout regarder, à mon avis, à délaisser le passé pour voir comment s'inscrire dans une francophonie résolument moderne. » Alors, à cet égard, j'ai bien aimé, il souligne la réflexion que M. Michaud vient de faire. Alors, est-ce que vous voulez commenter, M. Paquin? La francophonie résolument moderne, là, évidemment, un des enjeux que la francophonie a, puis on le voit beaucoup en ce moment quand on suit l'actualité, la relation entre la France et les anciens pays, les anciennes colonies françaises en Afrique francophone sont tendues à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis extrêmement longtemps. Et je pense qu'on a justement besoin de la place, un rôle plus important du Québec, notamment même du Canada, pour favoriser une meilleure discussion, parce qu'en ce moment, la francophonie est en train de se crisper dans les rapports de l'expérience coloniale qui est maintenant aujourd'hui, souhaitons-le, dépassée. Puis, il y a un autre écueil ou un danger de la francophonie, c'est que, bon, depuis une bonne vingtaine d'années, il y a une tendance à faire de la francophonie une Nations unies en français, si on veut, donc une organisation qui vient faire le relais de la francophonie, notamment pour le monitorage d'élections. On parle même de plus en plus d'un rôle dans les conflits dans les pays d'Afrique francophone, mais un des enjeux que ça crée pour l'organisation, c'est que ça l'éloigne de la culture de la langue française, de l'éducation et peut-être même de sa nouvelle mission actuelle du développement économique. Donc, il y a effectivement une réflexion à avoir sur le rôle de la francophonie. Puis dans ce nouveau rôle, évidemment, le Québec a une grande place parce que les relations entre la France et les anciennes colonies, là, je pense notamment au Mali à l'heure actuelle, sont extrêmement tendues. On a besoin d'un tiers parti neutre qui est capable de favoriser une discussion plus sereine. Merci. M. Michaud? Oui, tout à fait. Et pour avoir été sur le terrain en Afrique francophone de multiples occasions, je sais que le Québec devient un acteur de premier plan. Justement, parce que les liens entre le Québec et l'Afrique n'ont jamais été de la même nature qu'entre la France et les pays francophones d'Afrique. Le Québec peut apporter cette dimension innovante à laquelle notre interlocuteur fait référence, et je crois que c'est particulièrement bienvenu. C'est un créneau où le Québec peut très bien travailler. Les premiers ministres Charest et Raffarin, que nous aurons le plaisir d'entendre demain, ont donné un coup d'envoi qui a dérangé bien du monde lorsqu'ils ont fait une mission économique commune au Mexique il y a quelques années. Bien, ça démontre que la France et le Québec peuvent ensemble aller vers les pays d'Afrique francophone et apporter un message différent. Dans ma vie passée, j'avais eu l'occasion de négocier une entente avec l'ENA de la Guinée-Conakry et cette entente, il y a une entente tripartite. L'ENA
était le maître d'œuvre, la Guinée-Conakry était le partenaire, et l'appui venait de l'ENA de France. Alors, ce n'était pas la France vis-à-vis la Guinée-Conakry qui était le lien principal, c'était le Québec et la Guinée-Conakry à laquelle la France s'ajoutait pour faire une relation beaucoup plus dynamique, beaucoup plus riche et pouvoir développer des produits propres aux administrations publiques qui étaient capables de répondre à des besoins de compétences, des besoins contemporains et des besoins d'avenir. Alors oui, il y a tout à fait un champ qu'on peut développer, non seulement avec le Québec, mais aussi avec les autres francophonies d'Amérique du Nord. Il y a possibilité d'aller chercher des appuis ailleurs aussi pour travailler ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Un des intervenants vient de nous écrire aussi, Georges Deros, je pense. Il écrit Chante France est une plateforme avec une application à télécharger et vous pouvez la télécharger www.chantefrance.com. Alors, c'est un appel lancé à tous de partage de cette possibilité-là de pouvoir écouter des chansons françaises en continu, si vous le désirez. Alors, un dernier commentaire qui vient d'arriver aussi. Excellent commentaire, messieurs Paquin et Michaud. Donc, je vous le relis. Ça s'adresse à vous. On va se C'est Louise Baudouin. Pardon? C'est Louise Baudouin qui a écrit ça. Ah! Eh bien oui, c'est vrai, c'est Mme Baudouin qui a écrit ça. Exact. Eh bien, merci. On va s'arrêter ici. La période de questions, il y en aura une autre demain. Donc, continuer à pouvoir réfléchir à ce qu'on a vu aujourd'hui, qui va peut-être vous inspirer d'autres questions. Alors, merci à nouveau, Monsieur Michaud, Monsieur Paquin, de votre participation, de votre précieuse collaboration. Merci de l'invitation. À vous. Merci.